Alors, du coup, RTK. Vaste sujet, j'en entends beaucoup parler. Je suis très content qu'on puisse en discuter tous les deux aujourd'hui. Est-ce que tu veux, pour commencer, parler un petit peu peut-être de la genèse de ce projet? Comment il a pop dans ta tête, en fait, déjà, pour démarrer? Ouais, alors bonjour à tous. Moi, je fais de l'informatique depuis une vingtaine d'années. Je fais pas mal de trucs sur des développements un peu start-up et puis après pas mal d'infra. Sur la dernière année, j'étais sur Kexa.io, qui est un CSPM open source. Et on a commencé à voir arriver après l'autocomplétion de Copilot du vibe coding, enfin, je sais pas, c'était le début du vibe coding, c'était en juillet, je crois, sur du Gemini. Moi, j'avais commencé avec Gemini. Ça marchouillait, ça marchait pas très bien, mais ça marchouillait. On commençait à voir un peu les premières sessions qui avançaient. Et je travaille depuis plusieurs années avec Adrien, qui lui était sur Cloud Code. J'ai basculé, je crois, en septembre sur Cloud Code. Et là, franchement, ça marchait vraiment bien, quoi. On a vu vraiment une sacrée différence. Ouais. Donc, j'ai repris des projets que j'avais fait depuis plusieurs années avec des équipes de dev pour les redévelopper. Et ça mangeait beaucoup de contexte. Donc, j'ai eu beaucoup de sessions reach, parce que déjà, au départ, j'étais sur du $20, donc le tout petit. Ouais. Et en ayant repris tous ces projets, ça arrivait rapidement que je ne pouvais plus travailler. Et il me semble que c'était en début novembre où je fais des grosses sessions comme ça et j'ai j'ai un listing de fichiers qui est fait par Claude et puis je vois une session qui se termine juste après. Et je me dis, c'est dommage, il a répété 30 fois Patrick pour lister les répertoires et puis il m'a cramé tous mes tokens. Et donc à partir de là, je me suis dit, c'est un peu dommage, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, j'ai commencé à faire un programme là-dessus. Alors, d'abord en LLM local, parce que mon idée, c'était, enfin, on va en reparler après, mais il y a quand même beaucoup de commandes shell. Enfin, je crois que c'est près de 10 000 au total. Et s'il faut toutes les réécrire, c'est assez compliqué. C'est quand même pas gérable. Donc, je m'étais dit, un LLM pourrait faire ça de manière dynamique. En fait, la puissance qu'on avait sur les modèles à l'époque, alors ça a dû changer maintenant, et sur les machines qu'on avait, enfin que j'avais moi, c'était pas assez rapide et pas assez performant en fait. Donc je l'ai refait deux fois, je l'ai mis à la poubelle, c'est trop lent, ça marchait pas. En tout cas, tout en dynamique. Et après, je me suis dit, je vais le faire simplement très rapide, donc le plus rapide en Rust, avec une petite base de données derrière SQLite, pour être vraiment super rapide. Et je vais commencer avec les commandes qui m'embêtent le plus, où j'ai plus de tokens qui ressortent. Je l'ai utilisé pendant 3 semaines, 1 mois, mais avec 5-10 commandes, quelque chose comme ça. Et j'avais moins de sessions qui étaient atteintes. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre en ligne public. Donc ça, c'était le 22 janvier. Précis. Ouais, le 22 janvier, parce que j'ai revu les stars. Donc merci Adrien, qui était la première qui top star. Et j'ai commencé à le diffuser et j'ai eu rapidement pas mal de stars. Enfin, franchement, dès le début, très rapidement, une vingtaine, cinquantaine, je crois. Et là, je me suis dit, putain, il y a quand même quelque chose. Les premiers signes, en général, ça va pas aussi vite. On a eu les premiers contributeurs, dont Florian, qui je passe le bonjour. Qui est probablement avec nous. Salut Florian, c'était là. Et donc, qui a commencé à bien le développer parce qu'il trouvait le projet super sympa et utile pour lui. Et on a fait plein de développements avec des contributeurs pendant un bon mois. Et après, on a accéléré sur la pub, le marketing, on va dire. Donc, j'ai fait un Reddit pour démarrer, qui a fait 400 000 vues, je crois, le premier jour, quelque chose comme ça. Et ça a vraiment... Alors, on s'est dit, il y a quelque chose. Donc, je passais mon temps à répondre aux commentaires. Et je crois que c'est le lendemain ou le lendemain, un LinkedIn qui a fait, c'est pareil, 150 000 vues, un truc comme ça, avec plein de likes.
Là, les stars ont commencé à bien monter très rapidement. Et puis, on a continué à coder. Les issues sont arrivées, les PR sont arrivés. Et là, ça s'est vraiment accéléré. On a eu vraiment beaucoup d'issues PR. Je crois qu'à un moment donné, alors je ne sais plus exactement les dates, mais on avait compté une issue par heure ou une PR par heure. Enfin, c'était vraiment un rythme. On a passé 2-3 mois à coder. Et après, il y a eu une viralité qui était vraiment assez démente parce qu'on a commencé à voir sur LinkedIn ou YouTube des vidéos RTK avec des gens en Turquie, en Chine ou au Japon. C'était vraiment délirant. Et voilà. Et maintenant, on en est là à 65 000 stars, je crois. Donc, on a quand même, je vais dire, secoué un peu pas le marché, mais l'histoire des tokens, quoi, en tout cas. On a des premiers concurrents qui arrivent sur les États-Unis, qui n'avaient pas avant, et tout le monde se pose la question des tokens. Donc voilà, c'est déjà une belle histoire. Et dès le mois de mars, j'étais quand même assez rapidement sur DevAI, puisque vous m'avez invité. J'ai discuté avec pas mal de gens qui étaient dessus. Dès le mois de mars, j'ai commencé à réfléchir à une version pro. Et là, on va revenir sur ce point-là, justement, sur un petit peu comment tout ça fonctionne aussi, parce que je trouve ça hyper intéressant aussi de voir un petit peu les aspects, comment un projet comme ça vit. Petite question que j'aurais peut-être dû te demander en introduction, avant la genèse du projet. Est-ce que tu peux te présenter pour retracer un petit peu ton parcours aussi, pour comprendre un petit peu comment t'en es arrivé là et quel était ton moment de vie, entre guillemets, quand tu as eu cette idée-là, et comment ça se fait que tu as pu avoir aussi la disponibilité pour avancer là-dessus, etc. Donc, curieux aussi d'avoir un petit peu ton background là-dessus. Alors, moi, je suis vraiment un produit du Nord. Hein. Je fais de l'informatique dans le Nord et mes études dans le Nord. Et après, j'ai travaillé dans le Nord. Et j'ai fait mon stage de fin d'études aux États-Unis. J'ai toujours eu un background un peu à réfléchir, à trouver des solutions. Quand j'étais en stage aux US, j'étais chez un provider. Il n'y avait pas de switch à l'époque qui faisait de la bande passante, de la gestion de firewall, etc. sur chaque port. J'avais fait une carte mère où j'avais mis plein de cartes réseau et j'ai mis un Linux customisé où on pouvait, avec une interface, choisir ce qu'on voulait. Enfin, c'est important en fait pour un peu la suite et pourquoi je suis arrivé là en fait. Pour donner le contexte, donc une approche un peu système réseau comme ça, du coup, plutôt au début. Plutôt, il y a un problème, voir comment on peut mieux faire. Enfin, je suis toujours à regarder est-ce qu'on peut optimiser ou trouver des solutions plus rapides avec les technologies qu'on a en fait. Et après, j'ai travaillé dans le Nord dans des grandes sociétés. Et pareil, j'ai redéveloppé à chaque fois un soft qui a permis d'accélérer les choses. Donc, j'avais fait un soft de télédistribution, par exemple, dans une grande boîte. Après, j'ai fait un soft de télédéploiement rapide de bande DHCP en 15 minutes pour des postes de travail, parce que ça mettait plusieurs jours. Et j'ai toujours eu cette appétence, en fait, à me dire ah ouais, il y a un truc, on fait comme ça, mais il faut voir comment on peut faire mieux, en fait. Et après, là, dans ce que tu es en train de dire, finalement, peut-être le point commun aussi avec RTK aussi, c'est qu'on est quand même sur des trucs qui sont plutôt de l'ordre du dev tool quasiment. C'est plus de l'outillage. T'étais pas vraiment t'étais pas sur du front, t'étais pas sur des problématiques comme ça. C'était plus de l'outillage technique en fait. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été sur tout ce qui est infra, outillage technique, etc. Maintenant, je me rends compte, mais oui, j'ai toujours fait plus ou moins ça. Et donc, après, j'ai basculé sur des CDI dans un grand compte. Là, j'étais responsable d'infra, d'une équipe de 10, après 15. Après, je suis responsable de prod. Et puis après, j'ai créé une boîte dans tout ce qui est cloud, quand le cloud est arrivé. Une ESN qui aidait les grandes sociétés à migrer vers le cloud. Okay. Et donc là, j'ai refait un produit aussi de vérification du cloud qui était open source. À l'époque, ça s'appelait Check Infra. Et c'est là le début, en fait, où j'ai commencé à travailler sur ce genre de solution. Donc, en fait, j'ai toujours eu un profil un peu start-up.
Mais comme j'ai démarré l'informatique il y a très longtemps, à l'époque, les startups, c'est pas du tout comme maintenant. D'ailleurs, j'ai envie de dire bravo parce que l'écosystème français, franchement, je suis allé à Paris Vivatech, ouais, c'est impressionnant. Par rapport à il y a longtemps, plus rien à voir. Ça s'est amélioré, ouais. Non, c'est sûr que ça a quand même pas mal bougé. Et donc, la création de l'ESN, c'était quand ça? 2017. Et jusqu'à? Et donc, après, j'ai continué dans les grands comptes et j'ai avancé sur Kexa. J'ai croisé la route de gens sur Oratech. Et à un moment donné, ça s'est fait comme ça, qui me demandait pourquoi tu ne ferais pas le bootstrap à Oratech, l'incubation, etc., pour voir les cours et tout. Et moi, je sortais d'une presta, et puis après, c'est toujours un truc que j'avais voulu faire. Donc en fait, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, où j'ai commencé l'incubation Oratech pendant 6 mois. Donc j'ai arrêté la presta et j'ai fait ça. Donc pour le projet Kexa. Et j'y suis. Quoi, du coup? Kexa, c'est check, c'est une solution open source qui permet de vérifier AWS, GCP et Azure, un peu comme un Wiz en fait, mais en solution open source. D'accord. Ouais, donc ça illustre aussi un petit peu, tu avais quand même des prédispositions, on va dire, sur ce côté à la fois DevTool, on l'a évoqué, mais Ouais. aussi l'approche open source et tout ça. Enfin, Ouais. c'est quand même déjà des domaines qui t'étaient familiers, en fait. Ah ouais, je suis pas. Après coup, ouais, je suis pas arrivé comme ça. Ouais. Bah, évidemment. On a fait plusieurs, tu vois, on a fait EasyVisu aussi. Quand pour un grand compte, on avait développé ça. Donc EasyVisu, ça permet d'aller scanner tous les clouds et voir une vue en 2D, 3D, une timeline de ce qui se passe dans le cloud pour rejouer, Ouais. etc. Après, on a fait The Cloud Price et après, on a fait Kexa. Donc, tu vois, on a fait plusieurs itérations open source avec des développeurs. Mhm. Et puis, donc j'ai toujours un profil un peu builder à côté du profil, je suis en CDI ou je suis en prestation. Mhm. Et puis, donc je suis arrivé comme ça sur RTK, en trouvant une solution que moi-même j'ai eue, qui m'embêtait. Et en fait, je l'ai plus, quoi. Ouais, je pense que déjà c'est quand même un très bon point aussi de souligner justement le fait que finalement tout ça ne vient pas, ça tombe pas par magie, quoi. C'est pas genre tu lances un projet open source alors que tu n'as jamais fait de projet open source, puis d'un seul coup tu fais 50 000 stars et c'est la folie. Tu avais quand même une vraie prédisposition, tu avais une vraie expérience aussi du DevTool, de l'open source et de tout ça quand tu t'es mis sur ce projet-là. Et accessoirement, tu avais la disponibilité aussi. C'est quand même un vrai sujet aussi, ça. C'est-à-dire que tu as une opportunité qui tombe, si tu es salarié en mission, peu importe, occupé sur un projet, tu peux pas non plus du jour au lendemain toujours libérer le temps qu'il faut. Donc toi, il y a quand même eu un concours de circonstances à ce moment-là qui faisait que cette pain que tu avais sur ces problématiques-là tombait aussi à un moment où tu avais le temps d'y répondre. Ouais, et puis, après, développer RTK, il y a un moment donné, je suis passé 12 à 14 heures par jour. Après, j'ai envie de dire, si tu parles à des start-upers, c'est pas incohérent, quoi. C'est une matinée. Mais après, il faut le redire aussi, quoi. On passe des grosses journées, et puis moi, ça fait partie de notre plaisir. Ouais. Mon plaisir de construire Ouais, il un y a un truc. truc. Voilà. Bien sûr. Mais en effet, ouais, avec Adrien et puis d'autres de mes salariés, on avait déjà fait du Y Combinator plusieurs fois, on avait déjà essayé, on avait déjà fait du Reddit, qui n'avait pas marché. On avait déjà fait plusieurs. On va revenir sur ces points-là parce que je serais très curieux d'évoquer avec toi par la suite un peu le côté justement business de la chose parce que je pense que c'est des sujets qui sont hyper intéressants aussi. Donc là, tu nous as expliqué un peu ton parcours, un peu la genèse du projet. Moi, j'ai une question qui me vient tout de suite, c'est RTK, donc les initiales. La première lettre, c'est Rust. Donc il y a quand même un espèce de parti pris qui est hyper fort sur la techno, sur le langage qui est utilisé. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu plusieurs concepts sur Rust et puis j'ai fait des petits codes, etc. sur Rust. Et après, je me suis dit, ouais, c'est incroyable ce langage. C'est incroyable. Et ça doit être le 4e projet que je fais. Après, on a commencé par du Python. Alors, même au début, c'était du .NET. Alors, bonjour aux gens qui font du .NET. .NET Razor. Ils sont peut-être avec nous. Oui, je sais, il y en a quelques-uns sur le forum. Et
Donc, je n'ai pas essayé Java, peut-être un jour. Après Python, Fast API, enfin, je parle de tous les projets que j'ai fait. Hein. Après Node.js, beaucoup de Node.js. Bonne, super, mais bon, il y a eu des problèmes sur les compatibilités, sur certains trucs. On a été emmerdé sur un projet. Et franchement, Rust, quand on regarde ce qu'on fait en fait avec les LLM, on tape de moins en moins de code. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, c'est le cas. Enfin, maintenant, quand je regarde sur les 6 derniers mois, enfin, il y a 8 mois, c'était pas question. Et maintenant, quand je retourne au coworking ou ailleurs, c'est pourquoi tu fais encore du code, quoi. Donc, ça a été très, très vite. Du coup, naturellement, il y a la question de rapidité, il y a la question de la mémoire, il y a la question de la performance aussi sur la taille du binaire. Tout est compilé, on le lance, ça marche. La vitesse, elle est juste incroyable. Et donc, si on veut faire à l'échelle et si on veut faire quelque chose qui ne rame pas, alors peut-être j'ai été beaucoup influencé sur les interfaces Electron de JS qui m'ont énervé beaucoup de fois. Donc voilà. On va parler. Voilà. Ouais. Ok, donc il y a un gros enjeu de performance, c'est-à-dire que là aujourd'hui, si tu devais restart le projet ou si tu devrais le démarrer, un autre langage, ce serait vraiment compliqué. Je crois que je resterai en Rust. Ouais. Pour l'instant, Ouais. pas. Enfin, j'avais regardé Zig, j'avais commencé un peu de Zig, mais en fait, il n'y a pas assez de librairies, il n'y a pas assez de choses qui sont dispo versus Rust. Et puis même, quand je regarde un peu la mouvance du moment, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui partent sur Rust en fait. Ok, ouais, ça marche. Alors, enchaînons du coup sur le côté un petit peu, tu as évoqué l'explosion un petit peu du projet avec les premières publications LinkedIn et Reddit. Reddit, donc toi, tu étais déjà utilisateur, enfin, à minima en consultation, en lecture. Pour toi, c'est une bonne source d'information. Je n'utilise pas du tout. Ça l'était, je regardais. Maintenant, malheureusement, on utilise beaucoup les LLM en fait. Mais avant, je consommais pas mal de Reddit. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils ont dit, hein, c'est que leur courbe d'utilisation, elle a carrément chuté parce que tu demandes au LLM et tu as la réponse. Direct, bien sûr, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ok, mais donc du coup, ouais, c'est intéressant parce que alors, de mon côté, pour revenir un peu historiquement sur les différents réseaux, Twitter, de l'époque où ça s'appelait Twitter, était quand même, à mon sens, moi, dans l'écosystème mobile plutôt iOS, une vraie bonne source d'information, un réseau social avec des gens smart, des partages intéressants. Reddit, j'ai jamais réussi à m'y mettre parce que j'ai jamais compris comment ça marchait avec des sous-topics, machin, des flèches en haut en bas, j'ai jamais pigé. Mais donc du coup, en termes de contenu, pour toi, il y avait vraiment une communauté intéressante à aller adresser sur cette On plateforme-là. trouvait des solutions. Ouais, avant, on trouvait des solutions sur les problèmes techniques, etc. On trouvait des informations. Ouais. Okay. Maintenant, non, j'y vais plus beaucoup. Ouais. C'est clair que beaucoup moins. Quoi. Ok. Et donc, tu disais le premier post, c'était le premier post du coup pour parler de RTK, celui qui a fait les 400 000 vues que tu as fait. Donc, c'est un random post en gros que tu as fait sur cette plateforme qui a pris. C'était surtout, tu sais, avec le. Après, on avait vu que les GIFs animés ou les petites vidéos qui expliquent très rapidement, ça marche très bien sur les projets. Et donc, là, c'était un cargo test et tu voyais visuellement, moi, j'ai mis une ligne, je passais une ligne. Quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a explosé. Après, le fait que tu le télécharges facilement et puis ça marche tout de suite. Et puis, tu avais le RTK gain aussi qui te montait le truc directement. Et voilà, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que ça a explosé. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu as senti sur justement un peu ce côté annonce, ce côté publication de ce projet, là tu parles justement tu as évoqué ce premier post Reddit, tu as parlé du premier post LinkedIn aussi, qui ont beaucoup marché. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un espèce d'énorme appel d'air au tout début, justement, quand tu as mis le truc un peu en ligne, et après, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu d'autres non, c'était pas tout de suite. Mais après, ouais, il y a eu un effet. Après aussi avec les Slack, parce qu'on est sur DevAI, on en a d'autres aussi, et puis des Discord. Puis c'est vrai que ça monte vite. J'ai 3 Slack à 2500 personnes. Ça monte en fait. Et ça donne le sens, c'est notre qualifié en plus, quoi. C'est du public super intéressé par les prochaines solutions, etc.
peut-être aussi, il relaye beaucoup. Et RTK, il marche simplement, très rapidement, donc je pense, un point positif. Il n'y a pas un setup compliqué, et voilà, quoi. Mais non, ça a fait plutôt beaucoup de stars rapidement. Après, donc c'était peut-être des early adopters, je ne sais pas comment on peut dire. Et Oui, puis quoi. après, ouais, il y a eu des effets de palier, en fait. Ouais, Et, ok. et effet palier, explosion, en fonction des postes. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas refait de poste, etc. Donc là, on avance tout doucement. Mais ouais, à un moment donné, on était à 1500 stars par jour, je crois. Donc, je sais Ouais, plus, quelque chose ok. comme ça. Et puis après, ça redescend, en fait. Et il y a un moment, du coup, où en fait, c'est une espèce de force d'inertie qui s'est mise en place, qui fait Ouais. que toi, tu étais là au début, vous étiez là au début pour ces premiers posts, un peu parler du projet, etc. Et enfin, tu saurais dire le moment où tu as commencé à sentir que le projet enfin, c'était auto-approprié par d'autres qui ont aussi Ouais. participé, collaboré justement à l'avancée du projet. Ouais, déjà, le nombre de contributeurs Ouais. qui est assez Combien, du énorme. coup? Hein? Combien? Là, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais plus d'une centaine, en fait. Ok, ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment quand on a vu des posts et reposts dans toutes les langues, Mm. où là, tu te dis, ouais, il y a vraiment. Enfin, ouais, enfin, on ne fait pas le marketing, c'est les gens qui font le marketing, en fait, qui repoussent le truc parce Mm. qu'ils adorent. Et puis aussi, des fois, quand je rencontre des gens, on me dit, ah, t'es le créateur d'RTK, super, etc. Ça, c'est vraiment bizarre. Mais ouais, et là, tu dis, ouais, il y a vraiment quelque chose. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. N'hésitez pas, si vous avez des questions que vous voulez poser à Patrick par rapport à RTK, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je les prendrai au fur et à mesure et puis on prendra de toute façon un peu de temps à la fin de cette discussion pour prendre ces différents sujets-là. Ok, donc, et alors maintenant, donc on a évoqué un petit peu ce côté communication, on va dire, Oui. au niveau de ce projet-là. Moi, j'ai une vraie question. Je suis désolé pour ceux qui nous regardent, c'est vrai que c'est plutôt mes sujets, mais je vais quand même la poser. Côté business, comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné jusqu'à maintenant? Comment tu envisages que ça fonctionne à l'avenir? C'est quoi un petit peu un projet de cette ampleur-là? Comment ça marche en fait? Parce que On là, vit c'est ou open on vit? source. Donc là, on n'en vit pas, on n'a pas d'argent pour le moment. Mais on développe la partie premium pour entreprise. Donc en fait, après, on va avoir un modèle où on continuera à développer la partie OSS et puis un modèle entreprise qui va alimenter la partie OSS, comme Terraform ou notre modèle open core, quoi. Et donc là, on démarre tout juste des bêtas avec des entreprises sur la partie pro. Mm. Et après, si tout ça, ça s'alimente correctement, on pourra continuer à développer et l'optimisation sur la partie OSS. Parce que tu as quand même un argument massu, je veux dire, d'un point de vue commercial, tu as un argument qui est complètement dingue aussi, c'est d'aller voir des boîtes qui aujourd'hui crament des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros de tokens en leur disant, bah écoutez, mon produit, ma solution, ça va vous permettre d'économiser tant. Donc c'est quand même, alors, je pense que c'est difficile de faire plus massu comme argument auprès de clients ou de potentiels utilisateurs côté entreprise. Aujourd'hui, la version OSS, tu as déjà beaucoup de choses en fait. Donc, une entreprise, elle a déjà beaucoup de choses avec la version OSS. Mm. Mais tu n'as pas, par exemple, de l'optimisation sur Cloud Desktop. On est en train de travailler là-dessus. Ou Ok. encore d'autres optimisations sur du call d'API. On en a demandé pas mal en fait, Mm. directement. Et puis après, nous, on a fait une partie pro aussi. Donc, c'est parce qu'on a eu des retours là-dessus pour essayer de ne plus travailler en silo, mais travailler directement tous un peu connectés en termes de sécurité, observabilité, et donc avoir une tour de contrôle de tout ce qui se passe dans l'entreprise avec les RTK endpoint, en fait. D'accord, ouais. Bah, justement, il y a Philippe qui demande dans la version pro, tu as évoqué déjà différents sujets. Il y a d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus par rapport à la version open source classique, entre guillemets? Alors, il y a des optimisations de tokens supplémentaires. Et puis après, il y a tout ce qui est remonter des infos, tableau de bord, tous les rapports pour voir tout ce qui se passe sur tous les endpoints, qu'ils soient Mm. agents ou qu'ils ne soient pas agents.
des rapports sur la partie économie de CO2. C'est d'actualité, ça, justement. Et après, des policies à bloquer, pas bloquer, des skills qu'on peut enforce ou pas enforce. Donc, par exemple, un PLSQL Draw Database, je veux qu'il soit jamais déroulé partout. Tous ceux qui seront s'enrôler avec RTK dans des projets spécifiques, ils pourront bloquer et dire bah là, ça ne va pas se dérouler, ce ne sera pas possible. Aujourd'hui, en fait, on a remarqué que les devs travaillent en silo. Et en fait, on va essayer de casser ces silos pour des chefs sur la partie dev ou même pour des gens sur la partie sécurité, pour avoir vraiment une visibilité de ce qui se passe et où pouvoir mettre l'exécution des IA tools dans des réseaux privés. Donc ça, c'est avec des boxes, on appelle ça. Donc on peut avoir les IA tools qui sont déployés ailleurs et qui tournent à distance, pas sur ton poste, que ce soit en interactif ou en headless. Donc on a pas mal de choses dans la roadmap, ça c'est la R0. Pas mal de choses qu'on peut faire aussi parce qu'on est vraiment sur la partie post. Donc par exemple, il y a aussi la réécriture de secrets à la volée. Donc ça, les secrets ne partent pas dans l'IA Tools, sont directement détectés par RTK et Retweet. Ok. Et alors justement, donc là toutes ces fonctionnalités, on va dire, qui sont des fonctionnalités Enterprise, version Pro, on les appelle comme on veut, comment te viennent les idées, comment vous viennent les idées justement de ces features? C'est des choses que tu te dis, que vous vous dites, ah ouais, ça pourrait être pratique d'avoir ça, ou c'est de la demande client directement? Il y a un peu des deux. Il y a nous, nos pain points. Après, il y a les pain points des gens qu'on connaît, les features qu'on nous remonte. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis là, du coup, on fait une alpha après, avec tout ce qu'on a. Et après, là, on fait des bêtas avec vraiment des premières entreprises où on va remodifier certainement sur les pain points qu'ils ont, les utilisations. Et puis après, on fait une release. En fait. D'accord. Ok. Il y a Philippe qui demandait aussi, est-ce que tu connais Snip? Est-ce que ça te parle? Non, ça te dit rien? Si. Il me semble que c'est un concurrent qu'on regardait. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Et ça fait un moment que je n'ai pas regardé chez Philippe. Je fais beaucoup de développement et je n'ai pas regardé. Ouais. Il faudra certainement que je regarde alors, c'est ça? Probablement. Ouais, parce que ça fait partie finalement de ce rôle un peu élargi, parce que créer un outil comme celui-là, un dev tool assez technique, c'est pas que la tech en fait, quoi. On a parlé un peu des sujets communication, on a parlé un petit peu de la partie enterprise, mais donc du coup, ouais, t'as limite aussi un peu de temps que tu dédies justement à faire un peu de veille sur ce que font les concurrents, enfin si on peut les appeler concurrents ou pas, mais en tout cas ce qui se passe dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Comment tu suis un peu tout ça? De toute façon, on me le pousse, comme Philippe. Et puis après, oui, on a des trucs qui sont programmés pour me renvoyer directement les infos. Et puis après, pareil, quand je discute avec des gens au coworking ou ailleurs, à chaque fois, on me le dit de toute façon. Alors après, c'est sain d'avoir des concurrents. Hein. Bien sûr. Si on est tout seul, c'est qu'il y a un problème. Bon, après, voilà, la concurrence fait partie du jeu. Et puis provoque l'innovation aussi, on va dire. Mais il y a un boulot aussi de voir où va aller, en fait. Et ça, c'est une question, je pense que vous abordez peut-être souvent. Où va aller le dev? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va transformer tout ça par rapport à ce qu'on faisait avant, en fait? Ça, il faut regarder un peu le marché où il va, même si on travaille un peu à l'aveugle, parce que j'ai l'impression qu'on a un brouillard et qu'on ne voit pas à 250 mètres. Mais on essaye de donner une direction, où d'avoir la bonne direction du marché. Ouais, très clair. On a une question d'Alexis qui demande s'il y a un risque de dégradation du contexte de l'info donnée au modèle lorsqu'on utilise RTK. Alors, on fait des benchmarks. Alors, RTK, il faut rappeler qu'on a 6 mois. C'est quand même, pas vieux. 6 mois en AGIA, ça fait à peu près 35-40 ans dans un temps normal. Ouais. Et oui, au début, il y a eu des problèmes de loop, etc. dès les premiers mois. On l'a vu, on l'a corrigé. On a encore 600 issues, je crois. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de l'argent pour qu'on
on améliore là-dessus. Maintenant, on réfléchit carrément à passer une étape et à faire différemment parce que là, on se rend compte que c'est clair qu'on rajoutait à chaque fois des commandes et puis à rajouter des arguments de commande. Alors, je crois que c'est Philippe ou je ne sais plus qui me l'avait déjà dit sur DVI. C'est pas maintenable, oui, c'est sûr. Mais il fallait bien commencer comme ça. Donc, on va publier des benchmarks sur tout ça. On a déjà mis quelques-uns. On a une discussion avec InRoom aussi sur justement Avec Headroom. Ok. Ouais. Il faudrait une espèce de fondation là-dessus, en fait. Pas de bêtises, Headroom qui utilise RTK. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Pour la partie compression, d'échelle. Okay. Donc voilà, donc on surveille tout ça. Et puis, ça fait partie des issues PR et des améliorations qu'on fait. Alors, tu as mentionné, c'est marrant, on va peut-être rebondir là-dessus, tu as mentionné 600 issues ouvertes actuellement. Comment ça se passe, la vie de mainteneur open source d'un projet populaire comme RTK à l'ère de l'IA, où en gros, je suppose que vous prenez une vague, de PR et de contributions et d'issues qui doit être assez monumentale. Donc, comment tu gères ça? Comment vous gérez ça? C'est compliqué. De toute façon, je pense que vous l'avez vu, il y en a plein qui disent que c'est compliqué. On a carrément développé un outil pour faire ça, en fait. Déjà, pour avoir une vision plus claire qui s'appelle WSHM, ça pop tout ce qu'il y a sur GitHub. Ça refait un dashboard plus clair avec une IA qui réanalyse, en fait, qui nous sort les trucs critiques et tout à faire en premier. Mais après, il y a beaucoup de gens, et franchement, on n'a pas de bonne solution. Il y en a qui font des PR et il n'y a aucune vérification, aucun test derrière. Et l'IA, des fois, elle va changer 3 lignes et puis après en modifier 300 qui n'ont rien à voir avec le titre de la PR. Mais vraiment rien à voir. Alors, c'est dangereux. Et puis, tu passes un temps fou. Hein. Franchement, je sais pas si c'est pas 5 ou 10 fois plus de temps à lire du code qu'à le produire maintenant, en fait. J'ai pas de solution. On va rester là-dessus, je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Et justement, parce que en fait, ça illustre un petit peu aussi le shift de paradigme et de mode de travail pour les développeurs aujourd'hui, avec justement cette quantité de code assez conséquente qui arrive et donc du coup des problématiques de review derrière. Qu'est-ce que tu en penses? C'est chiant la review, non? Après, moi j'ai remarqué que c'est vraiment une question d'utilisation des outils. Il y a des PR qui arrivent et qui sont nickel. Enfin, franchement, c'est nickel. Et il y a une PR que j'ai vue il n'y a pas longtemps où, alors désolé pour celui qui a fait la PR, mais en gros, il y avait une ligne de changement avec un numéro qui n'était pas bon, et il avait raison, et il n'a pas mis le bon numéro. Et il y avait une ligne à changer, quoi. Et pourquoi, à un moment donné, tu as des PR qui sont super bien, et ils utilisent les mêmes outils, mais pas de la même manière, en fait. Et donc là, il y a vraiment une question de méthodologie. Je pense qu'on n'a pas encore la bonne solution ou qui n'a pas été déployée partout, parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre certaines PR, quoi. Ok, tu comprends. Après, tu vois, j'ai vu Zig qui, eux, interdisent complètement l'IA. Je pense que ce n'est pas une bonne solution non plus. Alors, comment c'est possible? Comment c'est possible ce qu'ils font Zig? Non, d'interdire l'IA. Déjà, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment ils vérifient entre eux. C'est du déclaratif, c'est sur l'honneur, entre guillemets. Je ne vois pas trop comment ça peut être fait autrement, quoi. Je sais pas. Je n'ai pas creusé cette histoire. C'est vrai que maintenant, je vais me poser la question, mais je pense que c'est pas possible. Ouais, ça me semble compliqué aussi. Ok. Alors, on a évoqué différents sujets. Il y en a un qu'on a un petit peu, pour revenir un petit peu sur cet aspect, côté un peu business, tu as évoqué des questions de financement. Comment un projet comme ça peut vivre? Est-ce que tu peux commencer par toi-même et avec les contributeurs, la communauté, etc., à en faire une solution commercialisable et donc commencer à engranger des revenus qui vont te permettre par la suite de faire grossir le projet, ou est-ce que tu es un peu obligé
de passer par la case potentiellement investissement, levée de fonds. Comment ça peut fonctionner, ça? Alors, de mon expérience, hein, après, voilà, c'est que moi, mais ça dépend de ce que tu veux déjà comme société. Tu peux très bien faire une boîte où tu es un ou deux, et puis tu récupères de l'argent parce que tu vends tout de suite, et tu n'auras pas une taille qui va grossir rapidement, tu ne pourras pas avoir plein de devs, etc. Maintenant, tu as un projet où tu as déjà explosé, tu dois aller vite, tu as une concurrence forte, et ben, ta levée de fonds va permettre d'accélérer, d'avoir une présence partout, et puis d'être sur le marché, quoi, en fait. Parce que sinon, c'est juste que tu n'existes pas par rapport à d'autres acteurs américains qui vont lever de fonds très rapidement par rapport à nous, quoi, en fait. Bien sûr. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend sur quelle niche tu es. Si tu es sur une niche où personne n'est, bon, voilà, tant mieux pour toi. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Et ta manière. Et donc, toi, qu'est-ce que tu veux faire alors? Comment tu veux gérer, comment tu veux piloter ce projet par rapport à là où il est aujourd'hui? Alors, nous, on est déjà sur 180 pays, et puis oui, on veut se déployer partout, et puis on va essayer de toucher le plus d'entreprises possible. Ok. Ouais. Ah, c'est super intéressant de voir un petit peu comment des sujets comme ça évoluent. C'est quoi un petit peu les gros sujets en termes de fonctionnalité, au-delà justement de l'aspect business, c'est quoi un petit peu les grosses évolutions que tu as en tête en termes de fonctionnalité pour le projet dans les jours, semaines, mois à venir? C'est toute la partie optimisation shell, mais après de pousser sur d'autres optimisations. Ce qu'on est déjà en train qu'on a déjà développé, on est en train de voir comment on va le fournir et qu'est-ce qu'on va fournir. Et donc, c'est d'attaquer tout le périmètre des tokens sur la globalité et de voir comment faire que les tokens soient le plus efficients possible. Et puis aussi, du coup, sur la partie entreprise, fournir une visibilité et puis y mettre des outils pour la partie sécurité et pour la partie observabilité. Ouais. D'accord, ok. Ouais, donc il y a pas mal de sujets de ce côté-là. N'hésitez pas, encore une fois, on va arrêter dans pas trop longtemps. Si vous avez encore quelques questions, allez-y. Ok, donc il y a, enfin, bon, globalement, là, toi, tu es passé en mode full-time sur ce projet-là. Ouais. Et enfin, tu t'y vois sur potentiellement des années, quoi. Ah ouais, là, on va essayer, enfin, bref, on va recruter des gens et puis développer dessus pour aller plus vite et puis aller voir ce qui se fait à San Francisco, aller voir nos concurrents, discuter avec eux et voir le marché où il va pour proposer des solutions comme je t'ai dit juste avant, en fait. Ouais, d'accord. Et je pense que c'est un truc, s'il y a des gens sur Oratech ou sur l'île, n'hésitez pas à faire un bip et puis qu'on prenne une bière ou qu'on discute. Et j'ai pas payé de bière encore pour les 60 000 stars, je suis désolé. Tu m'en donnes ce qu'il faut, je le ferai. Avec plaisir. Moi, je serais plus sur un Welsh. Écoute, pourquoi pas. Pas là quand il fait chaud, mais au mois de novembre. Non, ouais, le Welsh par 38 degrés, c'est non merci. Mais dans des conditions climatiques un peu plus favorables, avec grand plaisir. Voilà, tout à fait. Ouais, clairement. Est-ce qu'il y a des points, est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder ou que tu voulais aborder ou préciser par rapport au projet ou sur autre chose? Non, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Je sais pas non, on a déjà bien fait le tour. De toute façon, pour ceux qui nous suivent, Patrick, toi, tu es sur le Slack des VUSEI, donc s'il y a des gens qui ont des questions ou des choses comme ça, ou des propositions ou quoi que ce soit, ils peuvent se contacter dessus. Pas de souci. Ouais, carrément. Ok. Écoute, merci Patrick pour la présentation un peu de ce projet. Ça fait super plaisir en vrai de voir de l'engouement, de voir des projets comme ça français qui se lancent à petite échelle, qui trouvent leur audience, qui intéressent, etc. Donc merci à toi de faire ça. Merci. Et de permettre à beaucoup de gens de réduire un petit peu leur facture, parce que ça commence à être un poste de dépense qui devient assez important. Et puis j'ai envie de dire, ne pensez pas, parce qu'on entend souvent, on va pas y arriver par rapport aux États-Unis, etc. On peut. Ouais. On peut. On n'est pas encore à une étape comme les Américains, mais en tout cas, on peut exister, je dirais même grâce au LLM, parce qu'on finalement, on avait les mêmes armes qu'eux pour aller aussi vite, même si on va reboucler par le début, parce qu'on n'a plus Fable, malheureusement. Ça va revenir. Il va forcément y avoir un espèce de
de rebond dans ce roman policier de l'histoire de Fable. Et, Pas croire. je suis à Vivatech où j'ai fait des soirées, tout ça. Franchement, on a un bel écosystème et puis il y a Ouais, c'est moyen de clair. faire des choses, quoi. C'est clair. Très bien. Il y a Alex en conclusion qui nous dit que le Welsh à 38 degrés, c'est le meilleur. Peut-être. C'est possible. Je vais pas tester, du moins pas ce midi. Non, Mais j'ai jamais. ouais. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints Merci. pour cette discussion. Merci Patrick pour la présentation de ce super projet. Et puis, on se retrouve à Bordeaux et à Paris le 1er et le 7 juillet pour les meet-up en présentiel, les derniers avant la petite coupure estivale qui sera largement méritée en espérant qu'il fasse un peu moins de 39 degrés sur tout le territoire et ailleurs, parce que c'est quand même un peu suffocant. Et puis, on se retrouve sur le Slack pour ceux qui veulent continuer à discuter. Patrick, je te garde 2 minutes. Merci à tous, bon appétit et bon week-end. Ciao. Au revoir. Ciao.